national d'APTN. Les mesures sanitaires exigent de ne pas prendre de risques alors que les hausses de cas de COVID-19 sont à la hausse en fin d'année. Nous avons décidé de faire cette émission de Nouvelles nationales d'APTN à distance. Kwe Lindsay Richardson, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Kwe pour la deuxième fois, Shushan. Merci encore de m'avoir invité. En début de l'année dernière, le corps de Raphaël Napa-André a été retrouvé dans une toilette chimique au centre-ville de Montréal, alors que la mesure sanitaire du couvre-feu était en vigueur. Les différents paliers gouvernementaux se lançaient la balle sur la responsabilité de ce décès. Voici ce que moi et ma collègue avons préparé ensemble à ce moment-là. Il y a un mot en Innu pour décrire le genre d'homme qu'était Raphaël André, Nuchemiunu, un amateur de plein air des forêts bordant sa communauté natale de Matimekush-Lac-John, un apprenti silencieux et attentionné, et le fils aîné d'une famille recomposée. Son surnom était Napa, et pour ceux qui l'aimaient, il était bien plus qu'un autochtone sans abri. Il a été retrouvé mort non loin du refuge qu'il fréquentait à Montréal. En Innu, Daniel André, le père de Napa, dit que son fils téléphonait souvent à la maison, mais il n'est pas revenu chez lui en personne depuis 2019, lors du rassemblement des aînés à Magnotenam. La dernière fois qu'ils ont entendu parler de lui, c'était un mercredi. 4 jours plus tard, le corps de Napa a été retrouvé dans une toilette portative où il a passé la nuit. C'est une image dont son père n'arrive pas à se défaire. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté. Le chef était au courant avant même que les autorités communiquent avec lui. Je m'en allais négocier à Skido, puis quelqu'un qui m'a arrêté en Skido me le dire. Ça vient de chercher pour la tristesse, là. Napa était un habitué de la porte ouverte, un refuge qui a dû cesser ses activités de nuit à la demande des autorités de la santé publique, après une éclosion de COVID-19. Every day he was here, and unfortunately the last week of his life, he was the last one out of the door every day. And he wanted to stay because we were open 24 hours, but we were unable to allow that because the public health had us, was forcing us to close at 9:30. John Tessier est à la porte ouverte depuis longtemps. Au fil des ans, il lui est arrivé à plus d'une reprise de déplorer le décès de clients. Il affirme que Napa était bien connu. Napa was a strong guy, but with a good heart. A lot of people, everyone really respected him and cared about him. He was generous, always willing to share. So those are the main things. Les détails du décès sont confidentiels en raison d'une enquête du coroner. On croit que Napa se cachait de la police. Cela a suffi pour que la mairesse demande au gouvernement du Québec d'exempter les sans-abri du couvre-feu de 20 heures, présentement en vigueur dans toute la province. Mais Québec ne bouge pas. Les policiers connaissent très bien la réalité des itinérants, là. Selon M. Legault, les policiers comprennent les réalités des sans-abri et ils ont exhorté des centaines d'entre eux vers des refuges après le couvre-feu. Et les policiers s'amusent pas à donner des contraventions aux itinérants pour rien, là. Mais un récent article révèle que ce n'est peut-être pas toujours le cas. Une équipe de chercheurs universitaires a constaté que la situation avec la police se détériore. Ils ont constaté que près de la moitié de toutes les contraventions émises par les policiers de Montréal sur une période de 7 ans étaient remises à des itinérants. Les Autochtones sont 5 fois plus susceptibles d'obtenir une contravention. Et plus de 90% du temps, le constat d'infraction
en est un d'ivresse publique. C'est la raison pour laquelle nous continuons de réclamer davantage de refuges où la consommation d'alcool est autorisée, où les clients aux prises avec des problèmes de dépendance peuvent consommer de petites quantités d'alcool dans un environnement sécuritaire. Pendant ce temps, le ministre responsable des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, exhorte à la patience. Voici la déclaration du ministre, lui-même un ancien agent de la SPVM. Il n'y a pas de solution simple aux problèmes complexes. Il s'oppose à l'exemption du couvre-feu, mais quelques mesures de redressement temporaire ont été prises la semaine dernière. Un stade de l'est de la ville devient un refuge. Il est même question d'installer des tentes chauffées au Square Cabot, un lieu de rassemblement bien connu de la population autochtone en milieu urbain. Pour sa part, John Tessier affirme que la porte ouverte est sur le point de reprendre ses activités jour et nuit à nouveau. The best way we can honor his life is to fight and to make sure that things like this don't happen again. Au nord, la maire de Napa explique en Ascapi qu'il est difficile de penser à autre chose. Les membres de sa famille ne pourront y déposer de fleurs. Ils ne connaissent personne à Montréal. Alors, ils ont un message à laisser à leur fils. On se souviendra de toi. Et à la société, ils en offrent un autre. Vous pouvez faire mieux. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Qu'est-ce que la tente chauffante en mémoire de Raphaël Napa-André doivent s'attendre, selon toi, Lindsay? C'est toujours une question de financement. Donc, je trouve que la Nation Innu, la Ville de Montréal, Résilience Montréal, tout le monde est en train de contribuer de leur propre façon. Mais la seule chose qu'on a entendue tout au cours de 2021 par les gens qui travaillent et qui sont directement impliqués dans la cause, c'est qu'on a besoin de quelque chose de permanent dans le quartier. On a besoin d'un bâtiment, un abri, un refuge qui peut servir les communautés 24 heures, 7 jours par semaine. Puis, c'est toujours une question d'espace, la disponibilité, mais si on regarde dans le quartier de Westmount, de Cabot Square, il y a beaucoup d'édifices qui sont abandonnés ou qui sont prêts à être transformés. Donc, on espère vraiment qu'on va avoir un investissement plus substantiel pour s'assurer que les services fournis par la tente chauffante puissent continuer après le mois de mars. Parce que je pense qu'ils sont financés jusqu'au mois de mars, mais après ça remet en question le futur de ces services. Après la pause, nous aborderons le sujet de la protection de la jeunesse chez les collectivités autochtones. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La protection de la jeunesse dans les communautés autochtones gagne des petites victoires, mais le changement se fait très, très lentement. Voici ce que notre ancienne collègue Sylvie Ambroise avait préparé au cours de l'année. C'est cet automne que cette manifestation s'est produite spontanément. Et pour plusieurs raisons, le temps était venu. Les Inuits de Uashat Makmaliotenam étaient lassés de se faire prendre leurs enfants par la protection de la jeunesse et de les faire placer parfois à des centaines de kilomètres dans des endroits comme Blanc-Sablon ou des endroits comme Bécomo. Ce centre de réadaptation est actuellement en cours d'enquête pour de possibles manquements dans les services et les conditions de vie d'enfants hébergés. Il serait question de surpopulation empêchant la non-scolarisation d'une quarantaine d'enfants. La petite fille de cette femme Innu a été placée au pavillon Richelieu à Bécomo. En raison des lois sur la confidentialité,
APTN cache son identité. dans une école de Bahaoudish que de Marianne. Sabtina Kajihatam Namanatan Namadadona Tashpish Patamani de 13 ans à 16 ans, tu vois, non? Peut-être d'être dans l'école, mais comment qu'il y a des 4 mais comment 13 ans, je pense 15 ans dans l'école. Peut-être ça dans l'école. Oui, non, on a des que de moitié d'endavant des comment. Également, il y est mentionné que ce sont majoritairement des enfants autochtones. Mais la CIS, l'organisme public en charge de ce centre, dit que les rapports qui montrent que les jeunes Inuits représentent plus de 80% de la population sont faux. Ils disent que c'est moins de la moitié, mais la CIS n'a toutefois pas donné de chiffre exact. Marius Picard est un retraité travailleur social de Uashat-Makmaliotenam. Il pense que le racisme systémique entraîne trop d'enfants Inuits sans bonne raison de leur communauté, tel que vu dans cet incident à Uashat ce septembre dernier. Il ajoute ne pas avoir été surpris de cette situation de l'enquête par la commission. Mais pour lui, le principal enjeu dans cette histoire est la langue. Le problème était le même dans le temps que j'étais là, soit au niveau de la langue. Les jeunes disaient que il n'y avait pas le droit de parler entre eux autres en Innu. Picard dit que cela rend les enfants agressifs inutilement et les touche dans leur intégrité. La grand-mère dit qu'elle a remarqué la suppression de la langue Innu quand elle a visité sa petite fille. Mais non, mais tu veux ça, non, on ne parle pas de toi, pas de pitié, on ne parle. Mais non, mais tu veux ça, questo que I was on jet the sheet, mais oui, je peux chier madness, non, mais Naguahanin unin ehmedin mat. Kwen mayan kan pujitun matra mayan. Kwetad ban huyat ban kate mijat. Maat minat yat kate twanke na koyan maat tuwin nuim pujin nuim yekote tuwin mustawin no. La grand-mère dit que les fois subséquentes de visite, elle s'est fait dire de ne pas pleurer et aussi de ne pas parler Innu. Marius Picard a proposé une solution, d'engager des Autochtones. Qui vont pouvoir travailler avec vous autres, et s'il y a des situations de crise, au moins eux autres, ils vont pouvoir parler leur langue avec eux autres. Ce que eux autres ont dit, où est-ce qu'on va trouver des Autochtones qui puissent travailler? Moi, je leur ai dit, il y a des Autochtones qui sont en train de faire des cours en intervention. Mais là, la liste d'attente, ça sauterait. Mais là, ils ont dit non, on peut pas parce que le syndicat va nous sauter dessus. Le syndicat voudra pas. C'est là que je me suis dit, est-ce que vraiment ils veulent trouver des solutions? Ou bien donc, ils font un comité rien que pour faire un comité. La petite fille qui a passé des années au pavillon Richelieu n'était pas disponible pour être interviewée pour ce reportage. Mais elle a donné la permission à sa grand-mère de diffuser un poème qu'elle a écrit. Ils disent ne pas vouloir nous assimiler, qu'ils ont changé, mais en fait, je vis la même chose que mes aînés. J'en ai assez. Le CIS de la Côte-Nord assure dans un communiqué que la clientèle du pavillon Richelieu ne sont pas victimes de négligence à l'intérieur de leurs installations, tel que le rapportait le journal Le Devoir. La durée de l'enquête est inconnue. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Selon toi, la province va-t-elle obtenir gain de cause concernant son objection à la loi C-92 donnant l'autonomie des Premières Nations sur leur propre gestion de la protection de la jeunesse, Lindsay? Je ne suis pas avocate, donc c'est difficile à dire.
ou d'être 100% certaine qu'il y a une précédente judiciaire ou qu'on a déjà vu un tel cas comme un province qui se bat contre le gouvernement fédéral. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'on a remarqué pendant 2021 qu'il y a des communautés qui continuent de travailler ou d'implémenter leur propre système de protection de jeunesse, même avec la contestation de C-92. Donc, c'est encourageant de voir, mais ça a été bien documenté dans le rapport de la commission Vient que les communautés dans l'état ou la situation actuelle doivent travailler avec beaucoup de documentation. Il faut effectivement prouver au gouvernement québécois qu'ils sont capables de gérer même les systèmes de base, comme ils sont capables d'utiliser les ordinateurs, ils sont capables d'embaucher et retenir les employés, ils sont capables d'avoir les familles d'accueil pour les enfants. Donc, je pense qu'au moins, ils sont capables de continuer et de faire ce travail, mais c'est certain que ça va être beaucoup plus difficile de le faire avec les contraintes actuelles. Et je pense que C-92, l'intention, c'était de vraiment donner la parole et le contrôle aux Premières Nations. Puis je pense qu'on peut seulement espérer de voir ça, de l'avoir dans l'avenir. Mais l'important pour eux, c'est de garder les enfants dans les communautés. Il est temps pour nous de prendre une pause et au retour, nous parlerons des enfants décédés ou disparus à la suite d'une hospitalisation. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Rappelons-nous de cette commémoration cet été au lac de Selle concernant les enfants autochtones décédés et ou disparus à la suite d'une hospitalisation. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous sur cette commémoration en Haute-Mauricie. Bonne fête, Laurie. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Laurie. La chanson de Bonne Fête est généralement chantée dans des moments heureux, mais pas cette fois-ci. Viviane Echaquan Nikwe chante pour sa sœur Lauriana Echaquan. Lauriana est née en 1973, mais elle est décédée à l'hôpital de Joliette après avoir été hospitalisée par avion de Manoan, sans l'accompagnement de ses parents. Parce que quand ma sœur est décédée, j'avais 12 ans. Puis ma mère, elle disait, nous a demandé au dispensaire, c'est là qu'ils ont appelé pour l'annoncer, la mauvaise nouvelle. Ils ont dit que bébé Echaquan est décédé. Ces familles se sont réunies au lac de Selle, lieu de campement traditionnel et central pour les Atikamekw d'Obidjouan, Wemontachi et Manoan. Pierre-Paul Nikwe, organisateur de Miko Wertum Hiewin, est content de voir tout ce monde qui ont répondu à l'appel. On a une association qui est l'association Awashek, les petits êtres de lumière. On participe, mais l'événement il a été fait à titre par des familles qui se sont engagées personnellement. C'est séparé de l'association Awashek, mais on travaille ensemble. Tristesse et joie étaient présents au campement. Sous le chapiteau avait lieu cercle de partage des membres des familles qui ont perdu un proche, dépôt d'objets en l'honneur des enfants, aussi des photos des parents qui ont perdu des enfants. Enfants qui ne sont pas revenus à la maison après avoir reçu des soins de santé dans les années 50, 60, 70. Nikwe Echaquan a partagé son histoire à Maliotenam pendant la commission de vérité et réconciliation en 2017. Elle était triste de ne pas avoir été accompagnée de ses frères et sœurs. Puis aujourd'hui, je suis contente d'être avec ma sœur. Une chance que j'ai eu courage à elle. Qu'on fait des démarches de chercher ma sœur, Lauriana, parce que c'est sa fête aujourd'hui, Lauriana.
Ce n'est pas seulement les familles qui ont fait le voyage. Yann Lafrenière, ministre responsable aux Affaires autochtones, a pris le temps de déposer du tabac dans ce feu sacré. Il a aussi mis le drapeau du Québec en berne. Québec a adopté la loi 79 à l'Assemblée nationale le 3 juin dernier et sa mise en vigueur est le 1er septembre 2021. Elle autorise la communication aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement. Selon Lafrenière, l'évaluation d'enfants disparus est d'environ 200 et même plus. Une rencontre des familles de l'association Awashuk aura lieu à Québec en septembre prochain. Moi, comme père de famille de 2 jeunes filles, si mes enfants disparaissent en allant chercher des soins de santé, est-ce qu'il y a quelque chose qui va combler ma rage ou ma tristesse ou mon inquiétude aussi de savoir est-ce que mes enfants sont encore vivants? Si oui, sont où? On n'en fera jamais assez, c'est clair, mais il faut commencer à quelque part. Viviane Echaquan-Nikwe et les autres familles ont beaucoup d'espoir envers le gouvernement du Québec. L'espoir de retrouver leur sœur, leur frère, leur fille ou leur fils. Moi, je crois à ça, qu'ils vont continuer à faire des recherches de ma sœur. Mais pas juste ma sœur, tout le groupe, la famille, toutes les personnes qui sont ici. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, lac de sel en territoire atikamekw. Selon toi, Lindsay, à quoi les gens doivent-ils s'attendre à la loi 75 adoptée par l'Assemblée nationale? Bien, c'est certain que c'est un pas à l'avant, puis on voit maintenant que le gouvernement est prêt à déposer les projets de loi sur les sujets que les communautés tiennent à cœur. Puis les enfants disparus, il y a beaucoup de peine associée avec cette période de temps. Mais il y a aussi un grand manque d'informations. Puis je pense que pour les familles, pour naviguer les systèmes, les demandes d'accès à l'information, c'est vraiment difficile. C'est difficile pour nous, les journalistes, de le faire, même si nous avons l'étudié à l'école. Donc, je pense que l'embauche d'un commissaire ou quelqu'un, Anne Panasuk dans ce cas-là, pour faire la recueil d'informations, c'est tellement important. Mais en même temps, il faut pas ignorer que le bilan, que la responsabilité est immense d'aller trouver les documents dans les hôpitaux qui datent des années 40, 60. C'est pas facile. Et en plus, il n'y a pas de garantie qu'ils vont être capables de trouver ces réponses. Mais je pense juste le fait d'essayer de trouver un moyen d'être un pont entre les communautés et les institutions, c'est un point critique si on veut un jour avoir plus de réponses ou un portrait qui est plus juste si on parle de cette situation vraiment, vraiment tragique qui affecte plusieurs communautés, plusieurs nations et plusieurs familles. C'est ce qui conclut notre émission de Nouvelle nationale d'APTN. Tchanishkamadan Lindsay. Rien, Chouchane. Nous vous souhaitons une excellente année 2022 et malgré la pandémie. Prenez soin de vous et gardez le sourire. Yamé, oui.